Et nous accueillons Soufiane Sassi de Recorded Future qui va nous présenter Ransomware Fully Undetectable, détecter les attaques pré-chiffrement. C'est à vous, merci. Bonjour à tous. Donc ne vous inquiétez pas, ça sera fait en français du coup, même si le titre est en anglais. Et c'est bien la dernière session de la journée. Donc merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. On va passer un petit moment pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut se battre contre ce fléau qui nous adresse tous de plus en plus autour des ransomware. Et plus particulièrement aujourd'hui autour des ransomware qui sont dits indétectables. Donc indétectables parce qu'ils le souhaitent, parce qu'ils opèrent de cette manière-là pour essayer vraiment de passer sous les radars que vous mettez en place. Donc on va regarder un petit peu différentes familles de malware de ce type-là, à travers quelques slides qu'on a concoctés pour vous. Et pour terminer, je vous montrerai un petit peu plus en détail sur la plateforme. On prendra l'exemple de quelques malwares que j'ai sélectionnés spécialement pour vous. Et on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut essayer de détecter les techniques qui sont utilisées. Pour dresser un petit tableau, donc moi je m'appelle Sofiane, je travaille chez Recorded Future depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Je suis dans le monde de la cybersécurité depuis un peu plus de 15 ans et j'en apprends quasiment tous les jours. Aux côtés de nos clients, aux côtés de nos partenaires, aux côtés de nos compétiteurs. On est dans un domaine qui évolue extrêmement rapidement. Là, je pense que j'apprends rien à personne. On est tout le temps en besoin de se remettre en question, tout le temps en besoin de réapprendre des nouvelles techniques, des nouvelles menaces. Comment est-ce qu'on peut les contourner? Sachez une chose, c'est que je pense que si vous êtes tous là, vous êtes tous à peu près dans la même optique que moi, c'est d'apprendre, de faire évoluer votre connaissance sur le risque. Sachez une chose, soyez-en sûrs, c'est que les personnes qui sont face à nous font exactement la même chose. Se tiennent à jour, s'update, veulent comprendre quelles sont les dernières tactiques qui sont le moins détectées, quelle est la manière la plus facile de rentrer dans un réseau ou dans un autre. Donc ce sont des personnes qui ont exactement les mêmes objectifs que nous, sauf qu'eux sont dans le côté offensif et nous sommes dans le côté défensif. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est quelles sont les différentes étapes qu'ils adressent pour pénétrer les réseaux de nos clients, nos propres réseaux. Recorded Future, pour vous donner juste quelques informations sur qui nous sommes. Nous sommes une société aujourd'hui qui travaillons sur la mise en lumière des threat actors, des groupes de threat actors, des malwares qu'ils utilisent et des techniques qu'ils utilisent. Donc nous sommes une boîte de renseignement sur les menaces. Ni plus ni moins. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Donc on délivre du renseignement sur des menaces par rapport à des groupes de threat actors, par rapport à des menaces qui peuvent toucher nos clients, nos partenaires. Ces informations peuvent arriver de différents formats, ou bien par des rapports très high level qui vont aller au top management pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont ciblés par un APT group ou par un threat actor, quels sont les risques, ou bien ça va être aussi d'une manière très technique pour les équipes opérationnelles pour pouvoir mettre en action le renseignement. L'objectif principal du renseignement, c'est de vous permettre de prendre des décisions. Tout de suite. Si vous n'êtes pas en mesure de prendre des décisions avec les informations qu'on va vous délivrer, ça ne sert strictement à rien d'avoir du renseignement. Le renseignement est là pour confirmer un doute que vous avez, pour confirmer un incident que vous avez vu dans votre environnement, et donc du coup, pour pouvoir aller sur l'action d'éradication, de protection ou de contre-mesure. Donc comment est-ce que tout ça, ça s'articule? Je vais juste faire attention aussi au temps. Je vais vous passer tous les slides très marketing que notre équipe de marketing a pris beaucoup de temps à faire. Simplement pour vous donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, la menace telle qu'on le voit n'est plus simplement cyber. C'est aussi une menace géopolitique, c'est aussi une menace opérationnelle sur les entités pour nos clients. Donc tout ça est recoupé. On voit de plus en plus, donc on en discute avec différents organismes français et autres, des groupes de cartels qui utilisent des environnements cyber pour arriver à leur fin lors de transactions. Donc c'est beaucoup plus facile de faire de la transaction à travers les différents réseaux qu'on connaît tous. Ça peut être à travers des applications comme WhatsApp, Discord et autres, plutôt que d'essayer de se rencontrer comme à l'ancienne et prendre énormément de risques. Donc ça, c'est un fait. Qu'est-ce qu'on essaye de mettre en lumière côté Recorded Future pour nos clients? C'est vraiment la vue d'un point à l'autre. Donc, il faut bien savoir que Recorded Future, ce n'est pas une solution qui va bloquer les technologies. D'accord, qui vont bloquer les attaques. On va s'appuyer sur des technologies partenaires qu'on va renseigner. Donc vous allez avoir votre stack de firewall, vous allez travailler
avec du Forcepoint, vous allez travailler avec du Checkpoint, vous allez travailler avec du SIEM, vous allez travailler avec des antivirus. On va ramener de l'intelligence à l'intérieur de ces technologies-là pour mettre un peu plus en lumière la menace qui vous est adressée. Et comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on récolte cette information? Donc un client tout à l'heure est venu me voir et m'a dit comment est-ce que vous arrivez à avoir des informations sur notre environnement alors que vous n'êtes pas présent dans notre environnement? C'est une très bonne question. On ne se met pas chez nos clients, on ne met pas de sonde chez nos clients. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde Internet. On va sonder Internet. Et on va regarder ce qui se dit sur vous. Sur le dark web, sur Internet, sur Twitter, sur Discord, sur toutes les applications. Et on va consolider tout ça et on va faire un fingerprint, une image numérique de votre entité. Et on va construire autour de cette image des éléments qui vont être en connexion, qui vont connecter un élément avec une autre, avec une autre, avec une autre, jusqu'à arriver aux éléments techniques. Et c'est comme ça qu'on va réussir à construire cette cartographie. Sans cette cartographie, on ne va pas être en mesure de vous dire qu'un threat actor X ou Y s'intéresse à votre environnement et voici les techniques qu'il va utiliser ou qu'il peut utiliser. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'un élément aussi très important, c'est que les threat actors, en fait, ils sont comme nous aussi. Ils mettent des années à apprendre des skill sets. Là, dans la salle, vous avez certainement tous des capacités toutes différentes. Il va y avoir des personnes qui vont être très à l'aise dans le réseau, d'autres dans la base de données, d'autres dans les systèmes, d'autres dans la sécurité. Mais on met des années en fait à apprendre toutes ces capacités. Eux, c'est pareil. Donc, ce qu'on souhaite aujourd'hui monitorer au plus pour nos clients, c'est les méthodes qu'ils utilisent, les méthodes qu'ils ont mis des années à apprendre et à développer. Les indices de compromission sont des événements qui, pour certains des threat actors qu'on suit, très éphémères en fait. Ce sont comme des munitions qui peuvent être changées très facilement. Lorsqu'une IP est grillée, c'est très facile de changer d'IP. Pareil pour un nom de domaine. Donc ces éléments-là sont des éléments à prendre en compte, mais ça ne doit pas être le seul élément que vous devez prendre en compte. C'est aussi tout le contexte qui va avec. Si vous n'avez pas le contexte, vous aurez du mal à vous protéger en temps réel. L'objectif ici, c'est d'être proactif et de ne pas simplement être réactif. Parce que si vous détectez sur vos logs que vous avez une connexion sur un site ou serveur, c'est limite trop tard. Le payload est déjà en interne, l'attaque est peut-être déjà en cours, donc vous arrivez après la guerre. Vous arrivez simplement pour peut-être essayer de compenser le risque en limitant en fait l'évolution. D'accord? Donc je ne dis pas qu'il n'en faut pas de la détection, mais il faut surtout de la protection. Donc il faut surtout être en mode proactif. Donc, où est-ce qu'il faut opérer concrètement? Donc il va y avoir 3 étapes qu'on va adresser ensemble. Je ne vais pas m'attarder trop sur chaque étape, mais si vous le souhaitez, on pourra en discuter un peu plus en détail. Venez sur mon stand, ce sera avec plaisir. Surtout que c'est un domaine qui est extrêmement intéressant. Donc on est vraiment dans du renseignement, on est vraiment dans de la prise d'informations pour les threat actors lorsqu'ils rentrent chez nos clients, dans le réseau de nos clients. Comment ça s'articule? Donc on va voir le premier niveau qui va être l'initial access. Donc l'étape 1, c'est réussir à rentrer par tous les moyens possibles et inimaginables. Ça peut être du social engineering, ça peut être du phishing, ça peut être n'importe quel type de technique qui va permettre d'avoir un pied à l'intérieur du réseau du client. Et ensuite, on verra. L'objectif, c'est de rentrer. D'ailleurs, sur cette étape 1, on a sorti un rapport chez Recover Future il y a à peu près 3 semaines. On est passé dans un nouveau modèle au jour d'aujourd'hui où les threat actors proposent maintenant de vous rémunérer, oui, vous avez bien compris, vous, employés de vos sociétés, de vous rémunérer jusqu'à $100 000, $250 000, pardon, si vous donnez l'accès à vos sociétés à ce groupe de threat actors. En mode marketing, publicité, sur les forums, en car, on vous donne, si vous nous donnez un footprint assez important, on vous paye en Bitcoin, on vous paye en Monero, l'argent que vous souhaitez. Donc on en est là, on en est à de l'appel, du mass calling pour avoir accès en fait aux sociétés. On n'est plus à simplement des gens externes qui essaient de scanner au hasard des ports et qui essayent de trouver des ports ouverts. Non, non. Là, on a du ciblage par le cyber threat actor. L'étape 2 va être le staging et la distribution. Et c'est dans cette étape-là qu'on va essayer un maximum de détecter en fait les techniques qui sont utilisées par les threat actors. La dernière étape, c'est l'étape qui c'est un peu trop tard en fait lorsqu'on arrive à cette étape, c'est déjà l'étape où le réseau est en train d'être chiffré, les données sont en train d'être chiffrées, toutes les solutions de défense ont été descendues, donc du coup c'est too late. Vous avez l'information mais c'est déjà trop tard. Donc, si on focus un peu plus sur les différentes étapes, donc là dans l'étape 1, donc comme j'expliquais, donc on va avoir différents éléments, donc ça va aller du phishing à tout ce qui va être RDP, password, brute force,
tout ce qui va être les vulnérabilités exploitées. Donc on l'a vu, il y a toutes les technologies vont avoir des vulnérabilités un jour ou l'autre. Les plus récentes, les plus connues, ça va être les vulnérabilités autour de SolarWinds, autour de Citrix, autour de Pulse Secure. Enfin, c'est pas simplement pour les citer eux, mais personne n'est à l'abri d'une vulnérabilité. Derrière, l'étape 2 va consister vraiment à se déployer à l'intérieur du réseau et à commencer à désactiver les mesures de sécurité, les antivirus, collecter des informations, essayer de faire du lateral movement, essayer de récupérer des comptes utilisateurs à privilège. Donc c'est vraiment l'étape où on essaie de grenouiller. D'ailleurs, cette étape 2, c'est l'étape la plus critique pour le threat actor. Pourquoi? Parce que dans certains cas, c'est pas facile, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre des heures, des jours, des semaines, des mois. On a vu des threat actors rester chez des clients pendant des mois, voire même des années, pour essayer vraiment de s'infiltrer bien partout avant de lancer l'encryption, avant de lancer la bombe qui va du coup tout simplement tout arrêter et ensuite qui va enchaîner la demande de rançon ou bien la demande après avoir évidemment exfiltré les informations qui intéressent les groupes de threat actors. Donc l'étape 3, on en est là, le data breaching. Donc là, la personne a pris le contrôle d'une part de votre réseau. Ça n'intéresse pas forcément d'avoir accès à vos ressources, on va dire, basiques de network. Ce qui l'intéresse, c'est que vous ne puissiez plus travailler. C'est qu'il ait le plus de bruit autour de ce qu'il a fait, que les données qu'il a exfiltrées, qui va exposer d'ailleurs au jour. Maintenant, on n'est plus dans le besoin d'ailleurs d'aller chercher ces informations forcément dans le dark web. Les sites qui sont aujourd'hui, qui exposent les informations qui sont volées de nos clients sont accessibles à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences particulières. Il y a bien une raison particulière à ça. C'est le fameux shame and name. C'est je veux informer tout le monde au maximum. Je veux que toutes les news en parlent que vous avez été breaché pour mettre la pression lors de la négociation. Vous n'avez pas d'autre choix que de payer la rançon parce que sinon on va divulguer toutes les informations qu'on a à votre égard qu'on a récupérées. Donc on n'est plus dans on cache l'information, on la met au grand jour et on va la divulguer si jamais vous ne nous payez pas. Donc ça c'est la dernière étape après l'encryption. Donc sur quoi on doit se focuser nous? On va vraiment se focuser sur les différentes étapes notamment l'étape 1. Donc là on a quelques exemples de malware que vous reconnaissez. Certains d'entre eux vous parlent un peu plus que d'autres. Notamment en France, nos amis de Sodi, Clop, Maze, qui avaient annoncé qu'ils arrêtaient leurs activités parce qu'ils étaient devenus riches. Mais depuis quelques mois, quelques semaines, ça a repris. Et hop, un nouveau fork avec tout le code qui est plus ou moins partagé. Et on repart avec un autre nom, certainement peut-être pas les mêmes personnes, mais d'autres organisations. Donc chacun de ces malwares vont avoir des capacités bien particulières lors de la phase 1. Donc ils n'ont pas toutes les mêmes capacités. Notamment, on va parler aujourd'hui de Clop et on va parler un petit peu de Sodi qui utilisent des méthodes un peu différentes. Certaines qui vont exploiter des vulnérabilités, d'autres qui vont utiliser des techniques de phishing qui marchent malheureusement encore très bien. Donc sur la phase 1, la phase d'initial access, là on a fait une listing de toutes les CVE qui peuvent être exploitées. Et comme vous pouvez le voir, vous avez des CVE qui datent de 2015, qui sont encore extrêmement exploités par les threat actors. Donc c'est ce type de CVE, il faut avoir une vue pour pouvoir prioriser les actions que vous menez dessus. D'accord? Vous avez, avec les résultats des scans de vulnérabilité dans vos environnements, certainement des milliers de CVE qui sortent. L'objectif avec du Record Future, c'est aussi de mettre le focus sur les CVE sur lesquels il faut mettre une priorité. Parce qu'on sait qu'elles sont exploitées, notamment ici par Sodi, qui utilise un mix d'accès RDP, de vulnérabilité. Pareil pour Maze. Donc l'autre élément aussi très important à travers Record Future, c'est de pouvoir voir si vous êtes ciblé, si votre industrie intéresse Maze ou si votre industrie intéresse Sodi. D'accord? Donc ça peut être très intéressant parce que ça vous permet de mettre en priorité des mesures de défense par rapport à leurs intérêts. Si vous souhaitez d'ailleurs les présentations ou plus d'informations sur ces techniques ou ce qu'ils exploitent, venez nous voir, on vous donnera directement les informations. Derrière, on va voir le staging et la distribution. Le staging et la distribution, donc, comme j'expliquais tout à l'heure au début, c'est là où on prend le plus de temps. C'est là où ils prennent vraiment leur temps pour pouvoir faire, dans certains cas, des techniques manuelles. Donc là, dans la phase de discovery, beaucoup de personnes pensent qu'ils sont dans une méthode automatique.
c'est pas forcément vrai. Aujourd'hui, ils prennent beaucoup de précautions pour pas se faire détecter au début. Donc la phase de découverte, de scanning de ports, de découverte de services, de vol d'informations se fait vraiment sous le radar. Vous n'allez pas avoir de brut scan d'un coup que vous allez réussir à détecter avec le premier IPS que vous avez set up dans votre environnement. C'est complètement faux. Ils vont prendre vraiment leur temps pour essayer de comprendre un peu comment votre organisation est faite, les interconnexions, voir regarder les flux, etc., etc. Ensuite, lorsqu'ils ont compris comment le réseau est set up, on va rentrer sur la phase de lateral movement. Dans cette phase de lateral movement, qu'est-ce qui se passe? On essaie de voir tout ce qui va être RDP, service PowerShell ouvert. On va commencer à déployer les RAT, les frameworks de type malware, Cobalt Strike, regarder les exploits, un peu tester, mais sans vraiment rentrer. Donc là, on est vraiment dans la phase de, OK, qu'est-ce qui est ouvert? Sur quoi je peux rentrer? Qu'est-ce qui a ma capacité aussi? Parce qu'il faut bien savoir un truc, c'est que, encore une fois, ces acteurs, une fois qu'ils sont à l'intérieur, l'objectif, c'est pas non plus de ramener toute l'équipe derrière. Ils ont un certain nombre de skill sets, comme on l'a dit au début, et donc ils essaient d'aller au plus simple, qui va leur donner l'accès le plus large possible à votre environnement. Une fois que ça c'est fait, l'étape d'après, c'est de devenir persistant. Donc c'est là où on commence à exploiter les vulnérabilités à travers des CVE qui ne sont pas patchés avant de faire le delivery et de faire toute la phase de defense evasion. Donc là, vous voyez, il y a différents types de couleurs. Donc vraiment, sur le côté gauche, on est sur un mode manuel. Donc ils y vont doucement, mais sûrement. Ils tâtonnent, ils regardent un petit peu ce qui se passe sur le réseau. Et ensuite, ils vont automatiser un peu plus la découverte d'exploits et ou faire un mix entre manuel et automatique. L'étape 3, on y est. L'étape 3, là, on cherche à breacher un maximum. C'est le moment où on appuie sur le bouton pour chiffrer et pour activer le ransomware ou bien le malware. Est-ce que certains d'entre vous connaissent un petit peu Maze? Levez la main ceux qui connaissent le malware Maze ou ransomware. Personne? Personne connaît Maze? Très bien, je vous donne une petite information sur Maze concernant la manière dont il interagit avec vos environnements. Le hash du payload qu'il récupère en fait avant de lancer la détonation est chiffré. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas le détecter en fait avec des techniques de staging classiques, de dynamique ou statique, vu qu'en fait il se lance pas en fait. Même si vous essayez de le lancer dans un bac à sable, dans un sandboxing, il va être chiffré en fait. Le fichier est chiffré. Donc c'est un déchiffrement qui se fait runtime, c'est-à-dire lors de l'administration, par l'administrateur, par le threat actor qui est sur votre réseau. C'est lui qui décide à quel moment le malware doit être lancé sur vos différents environnements. Donc très difficile à détecter. C'est pour ça qu'on parle de ransomware complètement indétectable. On est dans un environnement où ils ont bien compris les mesures qui sont mises en place, qui permettent de les détecter avant de pouvoir lancer la dernière étape, c'est l'exploitation. Donc ici, lorsqu'on en est là, c'est clairement trop tard. Lorsqu'on va essayer de voir des connexions C2, avec Recrofture, on va pouvoir voir des connexions C2 extérieures, donc vers notre plateforme. L'objectif de voir ces connexions, c'est de pouvoir en fait limiter la casse. D'accord? Dans certains cas, vous avez 1 heure, dans d'autres, vous avez 1 semaine pour pouvoir commencer à avoir des indices qui se passent, des exfiltrations d'informations de votre réseau vers des environnements C2. Et c'est là qu'on rentre en jeu et qu'on essaie de mettre en œuvre des intégrations avec vos outils pour essayer de détecter tout ceci. Pour terminer sur mon dernier slide, je passerai sur la partie démo des 2 malwares qu'on a pris pour exemple. Ici, on a un exemple de la méthode d'exfiltration d'informations. Pour ceux qui font du code, ils vont reconnaître quelque chose d'extrêmement basique. Ici, c'est juste une requête FTP pour pouvoir sortir de la data. Donc les technologies qui sont utilisées pour exfiltrer vos informations ne sont pas des technologies extrêmement avancées. Ils vont utiliser du PuTTY, ils vont utiliser du SCP, du FTP, ils vont peut-être tunneliser ça dans du HTTP. Donc il n'y a rien vraiment de très fancy, de très complexe à sortir de la data de chez un client. Okay? Donc très difficile à monitorer. Et qu'est-ce qu'on va faire chez Record Future? On va collecter des informations qui vont arriver d'Internet, qui vont arriver de plus de 900 000 sources qu'on collecte d'une manière quotidienne. On va récupérer des informations, des discussions qui sont faites, qu'on voit autour d'une industrie, autour d'une société. On va récupérer
les outils qui sont utilisés dans un autre thread de discussion, dans une autre source. On va mapper toutes ces informations ensemble pour créer ce qu'on appelle une carte de renseignement. Donc, une carte de renseignement, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui va rassembler tout un tas d'informations autour d'un threat actor. Donc, quels sont les IOC qui sont liés à ce threat actor? Quelle est l'architecture qu'il utilise? Quelles sont les techniques qu'il utilise? Quelles sont les tactiques et les protocoles qu'ils utilisent, donc issus du framework MITRE. Donc l'idée ici, c'est vraiment de donner à nos clients d'une manière simple, rapide, toutes les informations dont il a besoin pour pouvoir être proactif. Et donc du coup, digérer ces informations à l'intérieur de ces solutions pour tout simplement se protéger de menaces potentielles. Donc gardez bien à l'esprit que les IOC, c'est pas suffisant. Il faut aussi pouvoir détecter la manière dont ils vont se comporter à l'intérieur du réseau. Pour ça, il y a différentes technologies qui existent, mais il y a aussi des choses toutes simples. Il va y avoir des Sigma Rules, il va y avoir des Yara Rules qu'on va mettre à disposition de nos clients. Vous pouvez utiliser à l'intérieur de vos IPS, à l'intérieur de vos firewalls, qui vont du coup détecter ces mouvements particuliers de ces malwares, de ces ransomware. Parfait. Donc allons voir un peu plus en détail la data en question. Donc là, on est sur notre plateforme. Donc quand vous arrivez sur notre plateforme chez Record Future, vous avez le choix de chercher des informations, les informations qui vous intéressent. Vous n'êtes pas limité à un type d'information. Vous allez avoir différents types de use cases. Aujourd'hui, on va adresser seulement ce use case de malware. Donc ici, j'ai ouvert ce qu'on appelle une carte de renseignement autour de notre fameux Sodino Kibi, qui est aussi appelé Blue Crab ou bien Reveal. Ici, comme vous pouvez le voir, on va récupérer ce qu'on appelle des technical links, donc des informations qui ont été collectées sur les 7 derniers jours. Et une information qui est très importante aussi côté Record Future, c'est la notion de temps. Lorsque vous récupérez des informations sur les 90 derniers jours, c'est pour faire du forensic. On est d'accord, hein, c'est pour détecter s'il s'est passé quelque chose sur les 80 derniers jours dans votre environnement. Par contre, si on cherche des informations sur les 24 dernières heures, les 7 dernières heures, on demande au système de nous dire quels sont les derniers hashes qui ont été vus autour de ce malware utilisé, quelles sont les dernières IP, quelle est la dernière infrastructure utilisée par ce threat actor. Et du coup, on est ici dans de la défense proactive. L'objectif, c'est de prendre ces informations et de le pousser sur vos solutions de sécurité périmétrique. Lorsqu'on descend un peu plus bas, on va trouver aussi toutes les tactiques qui sont utilisées par ce malware. Donc là, on voit qu'on a du data from local system, de l'exfiltration over C2, du data encryption. Et ici, on a la liste des threat actors qui utilisent ou qui ont le skill set pour utiliser ce type de malware. Donc ici, c'est là où on va commencer à faire la liaison entre ces groupes de threat actors qui s'intéressent à l'industrie de la finance, l'industrie de la pharmacie, par exemple, et les méthodes qu'ils ont utilisées par le passé. Donc, si on souhaite les monitorer, donc c'est très facile de les monitorer et de voir quelles sont les techniques qu'ils utilisent. Donc là, on va être sur du cross-site scripting, du PowerShell attack et de l'injection de process. Un peu plus bas, on va trouver, vous voyez, plus on descend dans les éléments techniques. Là, on va trouver tout ce qui va être IOC, donc tous les domaines impliqués sur les 7 derniers jours dans la campagne de propagation de Reveal ou de différents types malware. On va aussi récupérer les hashes, d'accord, avec le risk score. Vous avez un petit risk score ici qu'on calcule pour nos clients. Et ce qu'on va aussi voir, c'est les victimes et qu'est-ce qui a été exploité chez ces victimes-là. Donc là, on voit en l'occurrence qu'il y a différentes organisations qui sont victimes de ce malware récemment sur les 7 derniers jours. Donc ça aussi, c'est un moyen très, très intéressant de pouvoir voir si vous faites partie de ces victimes-là. Mais si vous êtes dans cette liste-là, c'est que c'est déjà un peu trop tard. C'est qu'il y a déjà eu l'exfiltration, on a détecté l'exfiltration, on a fait la liaison entre l'IP public, la géolocalisation et le nom de votre société. Derrière, lorsqu'on descend un peu plus bas, on va trouver plus d'informations délivrées par Insect qui vont être le profiling du malware, avoir plus d'informations autour de comment fonctionne ce malware à l'intérieur de la famille de Maze Ransomware, etc., etc. Donc toutes ces informations sont délivrées pour les threat hunters, pour pouvoir vraiment essayer d'être au plus proche des techniques utilisées par les threat actors pour détecter, si possible, ces ransomware qui sont par défaut faits pour être indétectables, notamment sur les artefacts qu'ils utilisent. Je vais avancer un peu, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, et je vais vous montrer juste un élément. Donc là, ça, c'est une IP qui sort d'un des événements de SODI. Et ici, vous voyez, on a un risk score qui n'est pas très élevé, qui est localisé à Francfort, qui appartient à cette organisation. La première fois qu'on a vu des informations dessus, c'était le 30 mars 2019, et la dernière fois, c'était le 23 août 2021, donc assez récemment.
La particularité de cette IP, c'est qu'au-delà de donner le risk score, on explique aussi pourquoi est-ce qu'elle est malicieuse. Mais ce qu'on donne aussi surtout, c'est quels sont les malwares qui ont utilisé cette IP. Et là, on voit dans un rapport qui a été délivré par Recorded Future, par notre équipe Insect, qu'en fait, ce ransomware, Paisa, a été utilisé notamment à destination du gouvernement français au mois de mars 2020, comme il a été utilisé à destination du gouvernement américain. Donc là, on rentre vraiment dans du point and shame aussi encore de notre côté, donc pour donner le maximum d'informations aux différentes organisations pour pouvoir se protéger et détecter au mieux les environnements mis en place par ces opérateurs à travers les remote access Trojan, etc. Donc ces indicateurs peuvent être digérés à l'intérieur de vos solutions. L'objectif, c'est de faire de l'intégration d'une manière dynamique. Et c'est exactement le même cas sur la partie CACBot. CACBot, un autre Trojan, plus orienté banking, mais qu'on va aussi traquer. On va aussi traquer en fait leur exposition, les architectures qu'ils utilisent, pour pouvoir vous donner derrière les IP qui sont utilisés par ces malwares, par ces ransomware, par ces groupes de threat actors, et donc pour que vous puissiez les intégrer à l'intérieur de vos outils. L'objectif, encore une fois ici, c'est d'être en amont de l'attaque. C'est d'être dans la phase 1 et pas la phase 1, la phase 2, mais pas dans la phase 3. La phase 3, l'encryption, c'est déjà trop tard. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'en ai fini avec la présentation et la démonstration. Je vais laisser juste quelques minutes si vous avez des questions. Et si vous n'en avez pas tout de suite ou si vous ne voulez pas les poser en public, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Tout au fond à gauche du coup, en haut d'escalier, on est dans le coin Exatrust. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et je passe le micro aux personnes qui veulent intervenir. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Est-ce que vous avez des moyens de viser les IP publics que vous cherchez pour savoir si on a été attaqué? C'est une très bonne question. En effet, c'est un élément que je n'ai pas adressé. Mais ce qu'on fait pour pouvoir justement détecter ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle la curation. Donc en fait, on va récupérer les AS numbers de nos clients, les IP publics qui leur sont liés, tous les éléments qu'on va construire autour de l'entité de nos clients. Et donc du coup, on va pouvoir faire de la détection en temps réel ou bien du backlog et de regarder ce qui s'est passé sur les IP publics de ces clients qui ne sont pas encore nos clients, par exemple. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Personne? Écoutez, merci pour la présentation. C'était donc merci beaucoup. La dernière session